Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une phrase que les personnes qui vivent avec un TDAH connaissent par cœur. Fais un effort. C'est une injonction qui part souvent d'une bonne intention, mais qui, en réalité, tombe complètement à côté de la plaque. On l'a tous et toutes déjà entendu cette phrase. Ou peut-être même qu'on l'a déjà dite. Fais preuve d'un peu de volonté. Concentre-toi enfin. Allez, fais un effort. C'est un peu le conseil par défaut quand on voit quelqu'un qui semble manquer de motivation ou de concentration. Mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que cette simple commande qui nous paraît si logique, non seulement ne fonctionne pas sur une personne avec un TDAH, mais peut même être totalement contre-productive? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. D'accord. Alors plongeons dans le vif du sujet. Pour comprendre le problème, il faut d'abord saisir qu'il y a un conflit fondamental qui se joue à l'intérieur. Et ça va bien plus loin que la simple volonté. Et voilà, on arrive au cœur du problème. D'un côté, il y a l'esprit, la conscience, l'intention. Cette partie-là, elle sait parfaitement ce qu'il faut faire. La personne veut se concentrer, elle veut accomplir sa tâche. Mais de l'autre côté, il y a le cerveau, la machine si on veut, qui lui n'a tout simplement pas les ressources biologiques pour exécuter la commande. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. Le problème, ce n'est pas un manque d'intention, c'est une panne de la mécanique. Le blocage ne se situe pas dans le vouloir, mais bien dans la mécanique cérébrale. Et c'est là que la science a des choses passionnantes à nous apprendre. Passons maintenant aux raisons scientifiques bien concrètes de cette fameuse panne mécanique. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau à ce moment-là? En gros, la recherche pointe du doigt 3 grands facteurs biologiques. D'abord, un problème qu'on pourrait appeler le financement de l'effort. Ensuite, l'instabilité des circuits neurologiques qui sont responsables de l'action. Et enfin, une sorte d'interférence d'un réseau cérébral bien particulier. Allez, on va regarder ça de plus près, point par point. Tout commence avec ce qu'on appelle la voie dopaminergique. Pour faire simple, c'est le système de récompense et de motivation du cerveau. C'est lui le moteur qui nous pousse à agir, qui nous donne l'énergie de démarrer une tâche et surtout de la continuer jusqu'au bout. Et c'est là qu'on a une analogie qui est juste géniale pour comprendre. Dans un cerveau avec TDAH, c'est un peu comme si la transaction pour payer le coût biologique de l'effort était systématiquement refusée. Le cerveau sait qu'il doit agir, mais il n'arrive pas à mobiliser l'énergie neurochimique nécessaire pour lancer la machine. C'est comme si le compte en banque de la motivation était bloqué. Pour bien comprendre, il faut l'imaginer que notre cerveau, pour se concentrer, doit constamment faire un tri. Il doit amplifier le signal, c'est-à-dire la tâche importante à accomplir, et en même temps, il doit filtrer tout le bruit ambiant, que ce soit les distractions extérieures ou même nos propres pensées parasites. Le souci chez les personnes avec un TDAH, c'est qu'un déficit en certains neurotransmetteurs, notamment la dopamine et la noradrénaline, affaiblit énormément cette capacité de tri. Résultat, le signal se noie dans le bruit. Et on imagine bien qu'un simple « concentre-toi » ne pèse pas lourd face à un tel déséquilibre chimique. Deuxième gros problème, l'instabilité du matériel. C'est une autre analogie vraiment parlante. On peut voir l'intention, la pensée comme un logiciel super sophistiqué. Mais pour qu'il fonctionne correctement, ce logiciel a besoin d'un matériel informatique, d'un hardware qui soit fiable et stable. Eh bien, ce matériel instable, ce sont des zones bien précises du cerveau qui gèrent ce qu'on appelle les fonctions exécutives. La planification, la capacité à s'inhiber, la mémoire de travail. L'imagerie cérébrale a montré que ces circuits sont souvent sous-activés. L'idée est là, le logiciel est lancé, mais le système n'arrive pas à la faire tourner correctement. Et on arrive au troisième et dernier obstacle biologique, un certain réseau du mode par défaut, ou RMP. C'est un peu le réseau de la rêverie de notre cerveau. C'est lui qui prend le relais quand on laisse notre esprit vagabonder, quand on est dans la lune. Normalement, chez la plupart des gens, dès qu'on doit se concentrer sur une tâche précise, ce réseau se met en veille. Hop, il s'éteint pour laisser la place au circuit de l'attention. Mais dans un cerveau TDAH, ce basculement se fait mal. Le réseau de la rêverie reste actif, il s'immisce, il fait irruption en plein milieu d'une tâche et vient tout court-circuiter. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Cette interférence n'est absolument pas un choix. C'est un processus neuronal involontaire qui vient saboter la volonté, peu importe l'intensité de l'effort conscient qu'on essaye de fournir. Bon, on a vu pourquoi ces injonctions ne marchent pas. Mais ce n'est pas tout. En fait, non seulement elles sont inefficaces, mais elles peuvent même être carrément nuisibles. En fait, en disant à quelqu'un de faire un effort, on déclenche sans le savoir une sorte de cercle vicieux. La commande est donnée. Comme le cerveau ne peut pas l'exécuter, la pression mentale augmente. Cette pression supplémentaire vient surcharger un système qui est déjà en difficulté, ce qui mène à une saturation et, paradoxalement, à une baisse encore plus grande de la performance. Pour le dire simplement, ces injonctions partent du principe que le cerveau est déjà capable de se réguler. Or, ce n'est pas le cas. Du coup, au lieu d'aider, elles ne font qu'ajouter une charge mentale énorme sur un système qui est déjà au bord de la rupture. Bon, d'accord, si commander ne marche pas, et que ça peut même empirer les choses, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la solution, c'est de changer complètement de perspective.
L'objectif, ce n'est plus de s'acharner à motiver un esprit qui, de toute façon, est déjà volontaire. Non, le véritable objectif, c'est de stabiliser la machine. C'est de soutenir le cerveau pour qu'il puisse enfin exécuter les commandes que l'esprit lui envoie. Et pour y arriver, heureusement, il y a des solutions concrètes qui ont fait leurs preuves. Ça passe par la médication, qui peut aider à rééquilibrer la chimie du cerveau, par des aménagements de l'environnement pour réduire le bruit, et aussi par des thérapies, comme les TCC, qui donnent des outils concrets pour apprendre à mieux piloter sa propre mécanique cérébrale. Le point commun entre toutes ces approches, elles n'exigent pas plus de volonté. Au contraire, elles fournissent le support biologique ou structurel qui manque. En quelque sorte, elles construisent un pont pour permettre à la pensée, à l'intention, de traverser la rivière et de devenir enfin une action concrète. Finalement, la vraie question à se poser, c'est peut-être celle-ci. Et si, au lieu de voir un manque de volonté, on apprenait à reconnaître une panne mécanique? Et si on arrêtait de demander toujours plus d'efforts pour enfin commencer à offrir un soutien plus intelligent et surtout plus adapté?